Dames en heren, goeiedag. Welcome, ladies and gentlemen, and distinguished honors. J'ai l'immense honneur d'être parmi vous au jour d'aujourd'hui. Alors, comme ça a été mentionné par professeur Saaf, par professeur Eid et madame la députée Latifa, que la précarité avait plusieurs dimensions. Donc, il y avait la dimension, il n'y a pas que la dimension économique, mais bien évidemment la dimension sociale, la dimension culturelle. Mais il y a bien également une dimension qui prend de plus en plus d'impact au jour d'aujourd'hui, c'est la précarité numérique. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est ça le sujet de mon exposé. Alors aussi, on parle souvent de souveraineté numérique, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus aujourd'hui. Donc, le sujet de mon exposé, c'est l'inclusion numérique. Droit fondamental aux privilèges des biens connectés. Alors, je sais que c'est peut-être un peu compliqué après la pause de reprendre. Et du coup, pour dynamiser un peu, je vais poser une question. Qui pense que l'inclusion numérique est un droit? Who thinks that digital inclusion is a fundamental right? Yes? Or is it just for the privileges? Ok. Du coup, pourquoi ce titre? Nous sommes en 2026. Nous parlons d'inclusion numérique comme un droit fondamental. Mais ce droit, formellement, n'existe pas. Du moins, pas encore. L'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, ça, c'est des droits qui existent aujourd'hui. Mais les droits à l'accès au numérique, ça n'existe pas. Et pourtant, en 2026, vous ne pouvez pas exercer vos droits. Car pour pouvoir avoir ces droits de santé, d'éducation, des droits sociaux, en fait, ne s'exercent plus, ils s'exercent souvent au jour d'aujourd'hui à travers le numérique. Il faut savoir que l'Union internationale des télécommunications, qui est une agence des Nations Unies, a fixé comme objectif pour 2030 de combler le gap qu'on a en termes d'inclusion numérique. Et donc, les objectifs, c'est axé surtout sur le genre, l'âge et le territoire. C'est un objectif pour 2030 et pourtant, nous sommes en 2026. La course contre la montre a déjà commencé. Alors, la question que je veux poser aujourd'hui, c'est comment fait-on pour que la digitalisation des services publics soit une porte ouverte et non une barrière déguisée en progrès? Comment intégrait-on l'inclusion sociale, non pas comme une correction après coup, mais plutôt dès la conception? Parce que quand on pense, par exemple, aux différents systèmes de numérisation, accès au passeport à l'aéroport, on ne va pas dire, on va d'abord concevoir la technologie, on scanne tous un passeport, et puis on va penser à la sécurité. Non, messieurs et mesdames, on pense d'abord à la sécurité à travers cet accès. Et l'accès au numérique devrait être pareil. On doit penser dès la conception, est-ce que l'inclusion sociale est déjà inclue en amont et pas essayer de réparer les pots cassés par après. Donc, avant les données, j'aimerais bien et je voudrais bien poser un cadre parce que dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas une question technique, mais c'est plutôt une question de justice. Alors, Amartya Sen, qui est un économiste et philosophe, dans son livre Development as Freedom, nous a appris que le développement ne se mesure pas aux infrastructures. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, à travers le numérique, on conçoit l'infrastructure numérique, mais on oublie les bretelles qui font le lien avec les citoyens et les villageois. Mais aux capacités réelles des individus. Pas la liberté formelle, avoir le droit, la liberté substantielle, avoir les moyens d'exercer ce droit. Donc, un citoyen a formellement le droit à ses remboursements médicaux, à ses allocations, à ses démarches administratives. Mais ces droits sont dans la loi. Mais en 2026, ils ne s'exercent plus que par voie numérique. Et si l'interface n'est pas conçue pour lui,
Le droit existe sur le papier, l'accès non. Est-ce qu'il a toujours ses droits finalement? Et c'est ça la question finalement qu'on devrait tous se poser. C'est précisément là que la fracture numérique devient injustice. Et c'est depuis cette ligne de fracture que je veux construire avec vous ce soir et en espérant vous convaincre ou en tout cas vous apporter les éléments requis pour du coup élaborer que l'accès au numérique devrait être un droit fondamental. Alors, posons-nous un peu les chiffres. Moi, je me suis consacrée sur surtout donc, le marché marocain. Et donc, il y a quelques chiffres selon la Caisse nationale de sécurité sociale, que 24,7 millions de Marocains couverts par l'assurance maladie en 2026, contre 7,8 millions en 2022. Donc, c'est une révolution silencieuse de protection sociale réelle. Et on a près de 2700 zones rurales couvertes en réseau mobile haut débit. 90% de l'objectif programme national de connectivité rurale a été atteint pour uniquement la phase 1. La phase 2, c'est de viser jusqu'à 2030 1200 zones. Donc, on peut parler de progrès. Des villages qui n'avaient jamais eu accès, au jour d'aujourd'hui, sont connectés, bien évidemment. Sauf, dans tout cela, on ne mentionne pas combien de villages il y en a. On mentionne, oui, 10 000 villages qui ont eu accès. Mais sur combien? Et donc, pour vous donner quelques chiffres, donc j'ai fait une petite recherche. Et donc, il semble qu'on a 33 189 douars, villages, qui sont en fait donc 12 500 que j'ai cité, 12 500 donc avec la phase 1 et la phase 2, sont ciblés. Qu'en est-il des 20 000 qui restent? Des zones qui ne sont pas ciblées, en fait, finalement, pour l'accès au réseau. Et l'État a prévu, donc, 4 000 bénéficiaires. Donc, c'est on va dire, de aider. C'est une subvention satellite de 2 500 dirhams par abonnement, plafonnée à 4 000 bénéficiaires. Qu'en est-il des restes? Qu'en est-il, en fait? Ben, du coup, si on fait juste un petit calcul à travers les 30 000 villages, si on fait en moyenne 100 villages par personne, on se retrouve à 1 million de personnes et les 4 000, est-ce que c'est suffisant? Donc, mais sinon, à côté de cela, il y a du progrès. 600 services publics accessibles sur le portail unifié des services de l'État, une application de la Caisse nationale de sécurité sociale avec assistant vocal en arabe et en français. Il y a 80 000 dossiers traités au jour d'aujourd'hui par jour. Donc, je cite mes références, vous les retrouvez dans la fascicule. Donc, bien évidemment, c'est une fondation solide et nous sommes fiers. Mais c'est le début de cette fondation que je veux construire la suite avec vous. Parce que derrière ces chiffres, il y a des visages que les chiffres n'ont pas encore capturés. Et donc, c'est pour ça que j'ai élaboré quelques portraits de personnages qui ont sûrement donc été oubliés. Chacun ancre dans un service marocain réel, opérationnel en 2026. Chacun révèle la même fracture. Donc, imaginons, nous avons par exemple Fatima avec nous, 38 ans, enceinte de 6 mois, province de Bni Mellal, que je n'ai pas encore eu la chance de visiter. Donc, le ministère de la Santé a annoncé en 2026 un projet pilote d'échographie assistée par l'intelligence artificielle pour les grossesses rurales dans la province de Bni Mellal. Et c'est certainement une révolution réelle. Fatima est à 80 km du centre pilote et même si s'il y était, la télémédecine exige une connexion stable. Et smartphone avec une caméra, un compte sur une plateforme agréée, sans faire fait de données ne tient pas 10 minutes de vidéo. Et ça, c'est la réalité. Donc, il y a 26 personnes, des femmes rurales accouchent encore hors établissement de santé, selon la Banque mondiale et le ministère de Santé marocaine. Le service existe, il est opérationnel. Ce n'est pas un oubli, c'est une violence structurelle, une promesse de justice reproductive qui ne s'étend pas jusqu'à elle. Donc, il y a certainement du progrès. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment rendre le numérique inclusif. Donc, prenons un exemple d'une autre personne. Imaginons, nous avons donc Hassan, 62, de Casablanca. Donc, il est en vie. Mais c'est un senior. Secteur informel. Hassan a travaillé pendant 40 ans comme artisan. Pas de bulletin de salaire, pas de numéro à la Caisse nationale de sécurité, pas de compte bancaire. Il a toujours fonctionné en cash. Et en 2026, le régime d'assurance maladie pour les populations vulnérables couvre 11 000 millions de Marocains à peu près. Hassan y a droit. Pour s'inscrire,
Il faut s'inscrire en ligne. Un numéro d'immatriculation à la caisse, il n'en a pas. Pour payer la cotisation sociale, un virement, une carte bancaire, il n'en a pas. Il a un smartphone, il a le réseau, il a le droit. Mais le système a été conçu pour ceux qui ont déjà un historique formel. Hassan n'en a jamais eu. Et donc, il y en a 46% des adultes marocains sont non bancarisés, selon la Banque mondiale 2023. Et donc, à nouveau, ce n'est pas un oubli, c'est un système qui conditionne l'accès aux droits à la preuve d'une existence administrative que des millions de personnes jamais pu construire. Et donc, nous avons aussi d'autres rôles, mais je ne vais peut-être pas m'attarder pour ne pas prendre beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, donc, si on prend aussi un jeune qui travaille, qui s'inscrit sur le portail national de l'emploi et qui est accessible sur Internet, mais pour cela, il faut pouvoir scanner ses documents. Et Hassan, il se trouve dans un village. Comment il n'a pas d'imprimante, pas de scanner. Donc, le système ne lui a pas permis d'exister dans cette ville-là pour pouvoir postuler pour avoir un boulot. Et pourtant, il y a 80 agences nationales de l'emploi au Maroc et donc, malheureusement, il n'y a pas de point de numérisation mobile pour les zones rurales. Donc, à la fin de mon exposé, bien évidemment, je vais citer, parce que je ne serai pas ingénieur, sans citer des étapes pragmatiques de solutions, bien évidemment. Et pensons aussi à un autre type de profil. Imaginons, nous avons à nouveau Karim, 31 ans, malvoyant, Meknes, qui est un développeur web autodidacte. Il veut soumettre une demande d'aide sociale en ligne. Service qui est réel, opérationnel, mais le portail ne respecte pas les standards internationaux d'accessibilité numérique. Les boutons n'ont pas de label visible par les logiciels d'assistance. Les tests visuels de sécurité sont impossibles à passer pour quelqu'un qui ne voit pas. En Europe, la loi sur l'accessibilité numérique de 2025 interdit exactement cela. Et donc, je pense que nous devons se positionner en tant que Marocains du monde de poser un cadre équivalent pour l'accessibilité numérique. Et donc, sans citer, donc j'ai des chiffres que vous retrouverez à nouveau dans l'exposé, mais en tout cas, ces 4 personnes révèlent la même vérité. La fracture numérique au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas l'absence des services, parce que les services existent bel et bien. C'est l'absence de conception pour tous en amont. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure, conception dès le début. Et cette absence-là, elle est finalement peut-être politique. Qui sait? Qui décide de ce qu'est un utilisateur légitime? Qui décide de quelle langue parle un service public? Qui décide que le français académique est la norme par défaut d'un portail censé servir tout le monde, par exemple même au village? Donc ici, je vous cite Miranda Fricker, qui est un philosophe d'université Oxford University, qui a écrit un livre Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing. Donc nous a donné des outils pour nommer ça précisément, l'injustice herméneutique. Ce n'est pas que Fatima ne comprend pas le système, c'est que le système n'a pas été construit avec les ressources conceptuelles pour comprendre Fatima. Cette asymétrie, elle est politique. Elle n'est pas technique. Après, peut-être je suis jeune et que je ne m'y connais pas. Pierre Bourdieu, qui est également un sociologue français, donc il allait plus loin dans sa logique, qui a été appuyée et extrapolée par un think tank Terranov en 2023. Le capital numérique se concentre exactement là où le capital économique, culturel et social se concentre déjà. La fracture numérique n'est pas une anomalie, c'est la continuation de l'inégalité sociale par d'autres moyens, tout simplement. Si on ne casse pas ce cycle délibérément et on n'est pas conscient déjà en amont pour pouvoir le penser, le numérique va reproduire avec une précision algorithmique inédite. Et le calcul est brutal. Alors, je veux ouvrir une réflexion avec vous avant de proposer des solutions. L'intelligence artificielle, vous la connaissez tous, bien évidemment. Et moi, je la connaissais bien avant le ChatGPT. Elle était déjà présente. Mais avec l'IA générative et dans les discours institutionnels, dans les rapports, dans les promesses politiques, comme la solution à la fracture numérique, et on entend souvent. L'intelligence artificielle va personnaliser, simplifier, inclure. Et je ne peux que louer tous les avantages qui pourraient être de l'IA parce que je travaille bien évidemment dedans. Mais avec cela, je suis bien consciente des dangers. Et je veux soumettre cette information à l'examen. Un système d'intelligence artificielle apprend des données historiques. Ces données ont été produites par des systèmes qui excluaient déjà Hassan, Fatima
Youssef. L'intelligence artificielle va donc apprendre avec une efficacité et une vitesse inégales à reproduire cette exclusion. Automatiquement, à grande échelle, en temps réel et sans aucun fonctionnaire, aucun élu, aucun citoyen ne soit jamais tenu responsable de la décision. Et on l'a déjà vu tous avec, par exemple, Amazon, où ils ont utilisé le système RHIA. Et donc, on avait remarqué que par défaut, les femmes étaient exclues parce que selon l'historique, mais en fait, c'était plus les Indiens qui étaient forts en informatique. Et donc, par défaut, elle a repris, on parle souvent en IA de black box. Et ça veut dire qu'on a vraiment, c'est du noir. En fait, on ne voit pas comment les algorithmes arrivent à prendre leurs décisions. Et donc, c'est pour cela qu'on parle toujours du human in the loop, donc la personne, un agent humain qui doit toujours être là pour valider. Et donc, tout ça pour dire que souvent, on reproduit déjà, finalement, les stéréotypes que nous avons déjà par avant. Et donc, je rajouterai que Antoinette Rovoy et Thomas Berne, qui est aussi un philosophe politique à ULB Bruxelles, donc comme je suis de Bruxelles, dans la lignée de Foucault, appelle ça la gouvernementalité algorithmique. Donc, c'est un mot qui a été introduit donc, à partir de 2013. Le problème politique central de notre époque, des systèmes qui gouvernent sans gouvernants identifiables, des décisions sans décideurs et des exclusions sans responsables, tout simplement. La vraie question n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle peut inclure? La vraie question est dans quelles conditions politiques, institutionnelles et éthiques l'intelligence artificielle peut-elle ne pas exclure? Et qui est prêt à se battre pour ces conditions existent avant le déploiement, pas après à nouveau? Et donc, le Maroc a lancé des assises nationales sur l'intelligence artificielle en 2025, un cadre stratégique souverain, c'est la bonne direction et nous sommes sur la bonne direction et c'est une fierté. Mais la question que je pose ici, quels mécanismes d'audit garantissent la représentativité des données d'entraînement? Quelle transparence sur les décisions automatisées qui touchent aux droits sociaux? Alors, on mesure encore l'inclusion numérique par le nombre des cartes SIM actives des fois, et c'est comme mesurer la santé publique par le nombre de pharmacies ouvertes. Ce qui compte, ce n'est pas le comptoir, si c'est les gens peuvent entrer. Et Habermas, qui est un philosophe allemand, nous rappelle ce qui est un enjeu démocratiquement. La démocratie délibérative suppose que chaque citoyen peut participer au débat public. Si l'espace public est numérique, il est de plus en plus. Alors, l'exclusion numérique est une exclusion démocratique par défaut. Pas une métaphore, c'est une réalité constitutionnelle. Alors qu'en 19% des Marocains ne peuvent pas accéder à l'espace public, l'idéal délibératif de Habermas est structurellement compromis. Et une démocratie qui exclut structurellement une partie de ses citoyens du débat public n'est pas une démocratie incomplète, c'est une démocratie qui se contredit elle-même. Alors, je vais juste essayer d'aller plus vite. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Donc voilà, ce que je vais proposer pour finir donc mon exposé, en se basant sur des recherches académiques, des expériences de terrain, nous donne pour accélérer sans attendre les infrastructures classiques. Donc, à titre d'exemple, la première solution serait des satellites en orbite basse et réseaux non terrestres. La recherche publiée dans les revues de l'Institut des ingénieurs électriques et électroniques en 2024-2025 documente les réseaux satellitaires en orbite basse comme solution immédiate pour les zones géographiquement inaccessibles. Le programme national de connectivité rurale, donc, qui a été déjà déployé phase 1 et phase 2 en ce moment, intègre déjà donc, cette satellite et cette technologie. La question, pourquoi le plafond de 4 000 abonnements subventionnés par an est-il si bas à des centaines de milliers de besoins? La deuxième solution, ce que je proposerai, c'est réseau mèche communautaire auto-organisé. Des études pilotes au Mexique, au Kenya et en Espagne, publiées en 2025, démontrent que les réseaux ou les villages qui se connectent entre eux, sans infrastructure centralisée, réduisent drastiquement la fracture numérique. Hardware communal, gouvernance locale, services personnalisables, coût, une fraction d'une infrastructure opérateur classique. Et donc le Maroc a toutes les conditions idéales pour un pilote de ce genre. La troisième, bien évidemment, le diaspora, comme nous sommes ici, la plupart et majoritairement donc, de la diaspora, comme vecteur technologique. Et vous le savez tous mieux que moi, en 2024, la diaspora marocaine a transféré plus de 11 milliards de dollars. Et donc, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du capital numérique et en transfert. Et nous avons également les compétences des Marocains du monde.
La dernière solution, c'est, enfin, peut-être la dernière, oui, donc une couche vocale par-dessus ce qui existe déjà. Donc le Maroc a déjà un portail unifié des services publics, une application de sécurité sociale avec l'assistant vocal, et on a 25 millions d'utilisateurs qui utilisent WhatsApp. D'ailleurs, je l'ai découvert, voilà, en développant le business, on envoie un mail, on ne reçoit pas forcément toujours la réponse, et du coup, il faut s'adapter aussi à la culture de WhatsApp, je dirais. Et donc, pourquoi pas, en fait, intégrer ça déjà dans les solutions de services pour les villages, donc ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne savent pas comment utiliser, pour un senior, comment aller chercher la plateforme et le bon service. Et si on rajoutait une couche et connecter les API à d'autres plateformes à travers WhatsApp. Donc, il peut communiquer. Je souhaiterais avoir l'information concernant, en fait, mais du coup, ma caisse sociale. J'aimerais accès à tel document, ainsi de suite. Et de répondre à ça. Ça pourrait être une solution en s'adaptant et en incluant donc, ceux qui sont exclus. Donc, ce qui manque, c'est la couche vocale, par exemple, en langue marocaine, qui relie tout ça aux citoyens exclus des interfaces classiques. Un message vocal envoyé sur l'application de messagerie que Hassan pourrait notamment utiliser déjà, et le message est compris en dialecte. Le système interroge le portail public, une réponse vocale lui revient, et ça, donc ça peut se faire très rapidement, et nous avons les moyens. Donc, un dernier élément, ça pourrait être des points numériques de proximité, non seulement dans des villages, donc d'avoir un point il y a des vrais agents humains qui pourraient en fait répondre aux questions des villageois qui ne savent pas utiliser les outils, qu'il y a des PC qui pourront aider à faire leurs démarches, ainsi de suite. Mais aussi dans les villes, bien évidemment, parce qu'il y a des seniors qui ne savent pas l'utiliser au jour d'aujourd'hui. Moi, j'aime par exemple ma grand-mère, et si je lui dis d'utiliser It's Me, on a pour accéder à toutes les plateformes, elle ne saura pas. Maintenant, s'il y a ça, ces points numériques que j'ai appelés, ça c'est ma proposition parce que ça n'existe pas ailleurs, de proximité, on met ça dans chaque zone, bah, ça permettrait bien évidemment de pouvoir en fait solliciter les services, même si par exemple on a sa famille qui est un peu plus loin. Et donc cet espace d'une connexion satellite, d'un agent de proximité formé dans chaque village, devient les nœuds physiques pour ceux qui n'ont pas d'accès même à la messagerie. Et donc on construit maintenant avec ce qu'on a, le réseau qui arrive. Nous avons donc tous les moyens, les diasporas, les compétences, l'argent, et donc je pense qu'on doit gouverner donc ces compétences et ces investissements. Et donc, je vais terminer par dire que Rawls nous pose une question que je veux retourner à cette salle. Quels sont les biens premiers, les ressources? Parce que dans son livre, il parle des ressources que nous avons, donc des ressources qui sont financières, des ressources sociales, donc différents types de ressources rationnelles. Et donc, ces ressources que toute personne rationnelle voudrait avoir, quelle que soit la conception du bien, que la société a l'obligation de distribuer également. Donc en 1961, il parlait des libertés fondamentales, des revenus, d'opportunités. Et donc en 2026, l'accès numérique n'est-il pas devenu finalement un bien premier au sens de Rawls? Et si la réponse est oui, nous ne parlons plus de politique publique optionnelle finalement. Nous parlons d'une obligation de justice, selon donc ce qu'il a mentionné. Et une obligation de justice ne se négocie pas dans un budget, elle s'impose. Ce n'est pas une question de moyens, donc c'est une question de volonté politique. Le Maroc a la volonté, il a les infrastructures qui arrivent, le Maroc a les cerveaux dans cette salle et dans ses universités. Il a une diaspora de plusieurs de millions de personnes, porteuses de compétences et de capital numérique, ce qui reste à construire. Donc, c'est les liens, c'est la gouvernance déjà dès le début. Je vous remercie.